Bonsoir, oui, là vous m'entendez. Les voix de Starobinsky. C'est ainsi que nous avons choisi de nommer cette rencontre en hommage à l'œuvre de Jean Starobinsky, disparu en mars dernier, presque centenaire, œuvre inséparable de la vie et de l'éthos d'un homme, tout à la fois un et pluriel. Ce titre, Les voix de Starobinsky, est d'abord motivé par le caractère polyphonique d'une pensée. Jean Starobinsky a écrit sur tout, sur la médecine, sur la musique, sur la littérature, sur la poésie et de très nombreux poètes, sur Rousseau, sur le XVIIIe siècle en général, sur Montaigne, sur Saussure. Or, partout, il est intéressant. Partout, il est pertinent. Partout, il nous apprend quelque chose. Partout, il nous éclaire. Partout, il nous aide à mieux lire ce que nous lisions déjà, à mieux aimer ce que nous aimions déjà. Partout, il est chez lui. Partout, nous sommes ses invités. La pluralité de ces objets de pensée épouse dans un geste dialectique une unité qu'il s'agira de célébrer ce soir. Il fut non seulement médecin psychiatre, mais aussi un grand théoricien critique des idées et de la littérature, un musicien sensible et délicat, un professeur reconnu, estimé et aimé, un maître, une figure d'exemple. Ces différentes approches ont un dénominateur commun, une méthode si l'on veut, un même mode d'appréhension du monde et des autres, à savoir l'écoute. Du stéthoscope à la partition, en passant par l'exégèse, Jean Starobinsky s'est toujours attaché à nous rendre sensibles à la beauté du monde, pour reprendre le titre d'un recueil magistral édité par le philosophe Martin Rueff, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Cette beauté du monde n'est pas seulement visible, elle se donne aussi et essentiellement à entendre. Parler des voix de Starobinsky, c'est aussi évoquer les voix de celles et ceux qui furent ses fidèles disciples, ses indéfectibles amis et collègues, ses infatigables lecteurs. Ces lecteurs, nous allons les entendre ce soir et nous les remercions vivement de leur présence. Martin Rueff, Barbara De Negroni, Laurent Génie, Carlo Ossola, autant de voix qui n'entendent pas parler à la place du maître. Chacune et chacun parlera de sa place, une place que la méditation des textes de Jean Starobinsky et parfois son amitié personnelle leur a permis de bâtir et d'habiter. Ce fut pour moi la langue immédiatement présente autour de moi, avec cette particularité qu'elle était accompagnée parfois dans le parler de mes parents par des langues slaves. J'ai entendu mes parents se parler en russe, je les ai entendus quand il s'agissait de ma mère et de ma tante se parler en polonais, de sorte que mon français a toujours été un français escorté par un horizon plus lointain que le français. J'ai grandi dans un milieu qu'on pourrait dire cosmopolite. Et d'abord, c'est à Genève que s'est déroulée toute mon enfance. Et le français que j'ai appris est un français de Genève, avec des genevoisismes, des romandismes qu'il a fallu que j'identifie comme des romandismes, non pour les désapprendre, mais pour sentir un peu ma différence à l'égard du français de France, en l'admirant ce français de France et en mesurant l'écart. Y a-t-il justement un écart? Comment pourrait-on mesurer cet écart que vous évoquez entre les auteurs français et les auteurs francophones? Sans doute y a-t-il pour les auteurs francophones un autre fond historique. Pour les Français, et c'est presque leur devoir, il y a une conscience du devenir de la France, de l'extension du territoire dont Paris est la capitale, la réunion des provinces à l'État français, la traversée que l'école se charge de rappeler des différents régimes politiques de la France. Les fonds de mémoire de la monarchie, puis de la République, puis du
du socialisme du XXe siècle ou des autres mouvements qui ont secoué la France. Pour les francophones, qui sont les Suisses ou les Belges ou les Canadiens ou d'autres encore dans les Caraïbes, le passé est autrement configuré, l'héritage n'est pas tout à fait le même et donc l'optique est différente. On part d'une condition, d'une situation qui favorise, comme ça a été le cas pour Rousseau, un rapport de spectateur à l'égard de la France. On n'est pas tout à fait partie prenante et en même temps on exploite les richesses, les immenses richesses de la mémoire française, du domaine français. Mon français a toujours été escorté par un horizon plus lointain que le français, nous dit Jean Starobinski dans l'extrait que nous venons d'entendre. Fils de Aaron Starobinski et de Zadzisław Friedman, polonais et juif, Jean Starobinski est né à Genève le 17 novembre 1920. Il restera attaché toute sa vie à sa ville de Genève et notamment au quartier de Plainpalais. Son rapport à la langue étant soit un rapport polyphonique, le jeune Jean Starobinski entend à la maison le français, mais aussi le polonais ou le russe que ses parents parlaient. Lui ne faisait que l'entendre sans le parler, comme il le dira plus tard dans un entretien avec son ami Gérard Massé. Ces brèves remarques sur la langue nous mènent tout naturellement vers notre travail et vers Martin Rueff. Martin Rueff, je le rappelle, vous êtes entre autres professeur de littérature française et d'histoire des idées à l'Université de Genève, où vous occupez la chaire qui était celle de Jean Starobinski, que vous avez par ailleurs bien connu. Est-ce que, d'après vous, le rapport qu'entretient Jean Starobinski à la philosophie tient à ce fait biographique, au fait qu'il soit né dans une ville cosmopolite, qu'il soit lui-même un enfant d'immigrés? Pour le dire autrement, ou pour le dire plus directement, Jean Starobinski n'a-t-il pas cherché dans l'écriture philosophique une forme d'universalité, une langue susceptible de transcender les particularités des langues? Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup de la manière dont vous l'avez formulée. Donc je répondrai directement et biographiquement à votre question et puis ensuite j'essaierai de donner au public et à mes amis ici présents des éléments de réflexion sur le rapport de Jean Starobinski à la philosophie. D'un point de vue biographique, dans tout ce que vous avez évoqué, tout est vrai. Il entendait aussi le yiddish, puisque le père parlait aussi le yiddish, et puis il l'entendra encore plus avec son épouse et la mère de son épouse. La quête de l'universalité, on peut le dire, c'est un point important. Et donc je vais répondre sur la question de la biographie et de la philosophie, et la question de l'universalité, et puis après je proposerai quelques remarques. La quête de l'universalité chez Jean Starobinski, c'est celle, si vous voulez, qu'on peut tout à fait attribuer à ce que Hannah Arendt avait identifié comme la tradition cachée, c'est-à-dire celle des grands juifs allemands qui avaient choisi les Lumières. C'est-à-dire de se détacher de l'étude ou des lettres carrées pour se projeter vers un universel qui est un universel rationnel et qui était celui des Lumières. Et Jean Starobinski fut toute sa vie, quels que soient ses objets, quelles que soient ses passions, et c'est un homme de passion. On évoquait avec Carlos Sola tout à l'heure Les Enchantresses, qui est un grand livre sur la passion, mais il faut aussi évoquer les Fureurs, etc. Quels que soient ses objets, quel que soit son rapport au dehors de la rationalité, notamment la folie, puisqu'il fut psychiatre, sa quête de sens, son exigence de transparence dans la langue, était vraiment l'exigence d'un homme des Lumières. Jean Starobinski a laissé en langue française quelques-uns des livres les plus canoniques aujourd'hui sur l'étude des Lumières, du livre de 57, La transparence et l'obstacle, au livre des années 80, Le remède dans le mal, en passant par l'invention de la liberté, et le grand livre sur les emblèmes de la raison. Donc voilà, si vous voulez, pour l'universel. Je crois qu'il faut aujourd'hui rappeler, parce que c'est un point qui n'est pas souvent rappelé en ces termes, que à la manière de Cassirer, ou pour honorer un philosophe local, si j'ose dire, Éric Weil, il fait partie de cette génération de penseurs juifs, puisqu'il était juif, de famille juive,
qui, au lieu de chercher dans l'appartenance et l'attachement des ressources, a choisi donc l'universel de la langue et de la pensée. Ça, je crois que c'est un point vraiment, vraiment décisif. Alors, d'autre part, son rapport à la philosophie, et je vais en dire quelques mots ici, est un rapport qui est un rapport de déférence, de crainte aussi, hein, parce que Jean Starobinski avait des amis philosophes et il craignait beaucoup leur jugement. Il fut l'ami d'Éric Weil, il a bien connu Maurice Merleau-Ponty en France, il était très proche à Genève de Jeanne Hersch. Et ce que je dirais, qui n'est pas du tout une formule pour vous contredire, hein, c'est que il a plutôt choisi, je dirais, l'histoire des idées, et souvent l'histoire des idées philosophiques, contre la langue de la philosophie. Hein. Et je crois que Jean Starobinski, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir dans la discussion, mais je suis sûr que les amis ici présents auraient aussi des choses à dire là-dessus, hein, avait quelques retenues à l'égard de la langue philosophique, de la langue technique de la philosophie. Voilà. D'ailleurs, et ce point est important, hein, alors qu'il aurait pu le faire, il avait une très bonne note à la Matu en philo, il ne s'est pas inscrit en philo, hein, il s'est inscrit en médecine et en lettres, hein, avec Marcel Raymond, comme avait fait son père. Voilà, donc il n'a pas choisi la philosophie. Alors maintenant, si on veut dire des choses un peu plus techniques là-dessus, hein, je dirais que dans la tradition critique du XXe siècle, ce qui a caractérisé, me semble-t-il, les critiques, hein, c'est une oscillation dans l'herméneutique entre l'obsession du sensible et la traque de l'intelligible. Obsession du sensible, c'est Bachelard, c'est Richard, c'est Moron. Obsession de l'intelligible, c'est Valéry, c'est Rousset, c'est Genette. D'ailleurs, il est arrivé, et c'est le cas de Gérard Genette, hein, que ces derniers, ceux qui traquaient l'intelligible, aient progressivement abandonné le texte au profit de combinatoires théoriques. C'est le tournant, on va dire, poéticien de la critique française. Les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui étaient obsédés d'intelligibilité et ceux qui étaient obsédés de sensibilité, ont eu des relations étroites avec la philosophie. Les premiers, ceux qui traquaient la sensibilité, ont été plus volontiers phénoménologues, tandis que les seconds, ceux qui traquaient l'intelligible, ont été plus volontiers analytiques, et Genette est pour cette affaire un exemple parfait. Il me semble que ce qui a caractérisé l'école de Genève, qui est l'école qui n'a peut-être finalement qu'un seul vrai représentant, celui dont on parle ce soir, mais qui a beaucoup de ramifications. Ce qui a caractérisé l'école de Genève, c'est cet équilibre entre les pôles du sensible et de l'intelligible. C'est ça qui fait la caractéristique de l'école de Genève. Et il me semble que Starobinski, c'est celui qui, dans la relation critique, alors, puisque j'ai une bibliothèque, je vais vous montrer les livres, mais bien sûr, j'ai oublié le principal, c'est la relation critique, que Jean Starobinski, lui, a créé un équilibre particulier, ce qu'il appelait un parcours entre ces deux pôles. Il reste qu'une des singularités critiques de Starobinski reste d'avoir été à la fois un critique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'attache à la singularité des œuvres et la beauté du monde. Celui-là, je l'ai. La beauté du monde est vraiment un livre consacré à la singularité des poètes, hein, de Ronsard à Bonnefoy, pour citer un ami de Carlo Ossola, mais aussi des musiciens, de Mozart à Stravinsky, mais aussi des peintres, hein, des peintres de la Renaissance à Garrache. Mais à côté de ça, donc, quelqu'un qui a été aussi un historien des idées. Et dans le paysage de l'école de Genève, par rapport à Rousset ou par rapport même à Marcel Raymond, c'est une singularité. Il était donc historien des idées, lecteur des philosophes et souvent proche d'eux. Il est même arrivé, vous le rappeliez, qu'il se penche sur des écrivains philosophes pour rénover leur lecture. C'est le cas au moins du Rousseau et du Montaigne. Quand bien même ces enquêtes furent rares, il s'est aussi livré à ce que nous appellerions dans la profession des analyses de concepts. Mais ces analyses de concepts, je pense au texte qu'il avait donné à la revue allemande d'herméneutique littéraire à laquelle il participait avec Jauss, mais aussi Dieter Heinrich, des philosophes de première envergure, hein,
donc des articles sur l'identité, la subjectivité, et ensuite en France la largesse, l'action, la réaction, hein. Ces articles qui touchaient des concepts étaient le plus souvent des articles non techniques d'histoire des idées. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le texte sur l'identité, hein, qui est un texte vraiment important parce qu'il touche à des questions qui obsédaient même on peut dire Jean Starobinski, hein, il ne la traite pas en philosophe, il la traite en historien des idées, d'accord, faisant si vous voulez un équilibre, établissant un équilibre entre d'un côté ce qui relèverait pour nous disons d'une analyse phénoménologique, hein, parce que ces premiers textes avaient été très influencés par Sartre, hein, L'être et le néant, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est vraiment le texte qui a le plus influencé les critiques littéraires, Blanchot compris, dans les années 50. Donc il y a cette part, si vous voulez, de phénoménologie, et puis une part d'historien, du mot, du concept et de ses figurations. S'il traite, par exemple, dans l'invention de la liberté, le concept de liberté, hein, vous vous souvenez, il prend la liberté, si j'ose dire, de traiter ce motif à travers des écrivains, des musiciens et des peintres. Il ne va pas le prendre en philosophe, alors que la liberté, c'est quand même un concept, si vous me permettez, plutôt lourd. Donc, je crois que si on veut trouver un texte central pour notre propos, et donc ça me fait plaisir de le rappeler ici, parce que c'est un texte qui est souvent passé sous silence, c'est la leçon inaugurale qu'il a prononcé à Genève le 1er février 63. Et il avait 43 ans. Oui, parce que quand on parle de Starro, c'est un petit peu quand on parle de Fontenelle, si vous voulez. Hein, c'est quelqu'un qui a vécu 100 ans. Hein, donc il a traversé le siècle. Au moment donc où il a été élu pour succéder à Rousset, qui avait été appelé à remplacer Marcel Raymond. Alors, donc, laissez-moi vous parler un petit peu de ce texte, hein, mais je n'excéderai pas le temps qui m'est imparti. Donc ce texte entend ouvrir, c'est lui qui s'exprime ainsi, un espace particulier entre histoire des idées et critique littéraire, en offrant un aperçu de sa théorie et un exemple de sa méthode. Il s'agit du traitement de l'idée de mélancolie dans la poésie de Charles d'Orléans. Donc l'idée de mélancolie, c'était le titre de la leçon, l'idée de mélancolie dans la poésie de Charles d'Orléans. Il commence par revendiquer la possibilité d'une histoire des idées en français, et il insiste, dans ce moment-là de son exposé, sur le statut paradoxal de cette discipline, qui est tout à la fois une histoire des à-côtés et des marges, les marges de la littérature, les marges des sciences, les marges de la philosophie, et une tentative, dit-il, de remembrer toutes les disciplines. L'historien des idées, dit-il, se donne la tâche de suivre les aventures d'une idée, d'un thème ou d'une image, sans qu'il ait toujours le moyen de les distinguer. Une différence qui ne semble que de degré permet, selon Starobinski, donc c'est la leçon inaugurale, il faut annoncer beaucoup de choses évidemment, de passer de l'histoire des idées et des thèmes à l'histoire sociale. Hein, donc il envisageait, donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans l'invention de la liberté, et je le cite, hein, le passage du particulier à la totalité, le retour inverse de la totalité au détail, c'est la loi même de l'histoire des idées. On aurait beaucoup à gagner, me semble-t-il, à rapprocher ce texte, dont je rappelle la date, hein, 63, de l'archéologie du savoir de Michel Foucault, puisque les critiques et les propositions que Jean Starobinski formule dans le champ de l'histoire des idées, hein, ne sont pas si éloignées de ce que fait Foucault quelques années plus tard dans l'archéologie du savoir. Il le dit, hein, il faut, pour entreprendre l'histoire des idées, être attentif, et ça va très bien avec ce que vous disiez, me semble-t-il, hein, à l'histoire des mots et au réseau qu'ils tissent. Je prends comme exemple donc l'invention de la liberté, pour illustrer la méthode de Starro. Quel est le terrain de cette enquête? Il le dit au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans l'invention de la liberté, on ne trouvera ni une simple histoire des idées, celle d'un Paul Hazard ou d'un Robert Mozy, ni une simple histoire de la philosophie, celle d'un Cassirer, ni une simple histoire des arts, celle d'un Chastel. Il veut, hein, je cite, « percevoir et comprendre, selon leur mode d'apparition », alors la formule est vraiment extraordinaire, « les expériences qui ont pris figure au long du siècle ». Percevoir et comprendre les expériences qui ont pris figure au cours du siècle. Prendre figure, l'expression recouvre l'espace ouvert par une histoire sémantique qui doit inventer des unités,
Les mots, par exemple, civilisation, action, réaction, les motifs, les idées, la mélancolie, les thèmes. Si Starobinski a souvent dit sa proximité avec la critique thématique, notamment celle de Richard, c'est parce qu'elle lui offrait une entrée possible dans l'indistinction de ce qu'on pourrait appeler les produits variés du schématisme. À lire d'ailleurs le bref avant-propos de La transparence et l'obstacle, on comprend que ce fut le propos de son essai sur Rousseau, je le cite, l'observation et la description des structures qui appartiennent en propre au monde de Rousseau, que je vais mener, je le cite encore, à travers la description des symboles et des idées selon lesquelles la pensée de l'écrivain s'organise et que subsument les thèmes de la transparence et l'obstacle. Alors, deux enquêtes pourraient s'offrir à nous. On peut répartir l'œuvre de Starobinski selon une double colonne. À gauche, l'histoire des thèmes, à travers ce que j'appellerais des figurations d'expérience, et à droite, une histoire des thèmes à travers des œuvres singulières. Donc c'est facile de faire ça, on va dire. Il va y avoir la colonne histoire des thèmes globaux, comme la liberté, réaction et action, largesse, etc. Et puis à droite, le Montaigne, le Rousseau, etc. Aussi importantes que soient ces deux tâches, réparties sur deux colonnes, l'une qui consiste à lier l'œuvre avec elle-même, l'autre à la délier de ses alliés, ces tâches sont moins importantes que de comprendre ce par quoi ces deux pans se répondent et s'articulent dans une proximité qui finit parfois par les identifier. Et c'est là-dessus que je vais finir. C'est que l'idée résiste chez Starobinski à l'indifférenciation du thème. Elle ne s'identifie pas tout à fait avec le concept des philosophes, mais c'est dans le rapport au concept des philosophes que l'idée de Starobinski s'éloigne du thème. On pourrait soutenir, en suivant l'œuvre de Starobinski, qu'il fut donc, à Genève, un historien des idées qui arrachait les idées au monde du thème sans les projeter dans l'univers du concept. Et c'est ça, me semble-t-il, qui fait l'articulation si singulière de son œuvre, une articulation dont on pourrait dessiner les contours précisément en l'opposant à ses contemporains, mais ce n'est pas tout à fait là-dessus que je veux finir. Ce par quoi je veux finir, c'est la conclusion que Starobinski formule dans la leçon de 63. Parce que dans la leçon de 63, à peine a-t-il achevé la présentation du travail sur la mélancolie de Charles d'Orléans, il demande une chose à la philosophie. Voilà comment il s'exprime. Il dit « La critique littéraire, aujourd'hui, est escortée par des discours qui prétendent tenir sur les œuvres des discours forts. » Il cite la psychanalyse et la sociologie. La critique littéraire, comme une pratique théorique, dit-il, ne doit pas s'en laisser compter par les prétentions des sciences humaines, qui voudraient s'élever au statut d'une théorie générale. Non, c'est à la philosophie qu'il faut demander cette théorie. À peine a-t-il achevé sa critique des prétentions hégémoniques des sciences humaines, qu'il enchaîne et se tourne vers Sartre. Sartre, dans Question de méthode, c'est Starobinski qui parle, a nettement formulé le programme d'une méthode progressive-régressive, plus souple encore, que la psychanalyse existentielle suggérée dans L'être et le néant et développée dans son Baudelaire. Cette méthode philosophique est louée, je le cite, parce qu'elle élucide sans réifier. Ce que Sartre nous apprend, ce n'est pas que les sciences humaines manquent d'humanité, c'est qu'elles manquent la science et l'idée, faute de s'interroger sur le rapport à même l'œuvre entre la pratique théorique qui est la leur et la théorie du sens. Il conclut « Gloire à la philosophie qui a sur les sciences humaines la supériorité de mieux connaître le risque et le non fondé de son entreprise. Il faut de la philosophie à la critique littéraire, car, je le cite encore, seule la philosophie est capable de remonter à des techniques d'explication, à une réflexion compréhensive qui s'interroge sur le sens de toute technique explicative. » Conclusion de son raisonnement, la réflexion philosophique, dès lors, m'apparaît comme le point où finissent par converger les tendances que nous avions opposées, discours scientifique sur la littérature et conscience littéraire de la littérature. Je veux donc croire, et ce n'est là peut-être qu'un acte de foi de ma part, qu'il est un point culminant où savoir, réflexion et création coïncident sous la forme d'un savoir qui se conteste et d'une création qui se dépasse en conscience de soi. L'équilibre parfait,
je le crains, est rarement atteint. En d'autres termes, la philosophie protège la critique littéraire contre les vaines prétentions des sciences humaines. Elle indique, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, elle indique la théorie générale de la compréhension comme raison explicative. C'est donc à la philosophie qu'il est demandé la théorie générale d'un non-savoir qui peut garantir la critique littéraire comme pratique théorique. Ce rapport de la critique littéraire et de la philosophie est sans doute une des voies de Jean Starobinski. En tout cas, elle explique la présence de son œuvre au sein d'un festival de philosophie. Merci infiniment pour ces réflexions très lumineuses. Et cette question, ce thème du rapport entre philosophie et critique littéraire nous conduit tout droit vers vous, Barbara De Negroni. Vous êtes professeure de philosophie en classe préparatoire et spécialiste du XVIIIe siècle et des questions liées à l'édition des textes et à la censure. Vous venez de consacrer un article à la méthode de lecture chez Starobinski à paraître prochainement. Et dans cet article, vous écrivez que, je vous cite, « Starobinski ne cesse de nous apprendre à lire et à relire ». Alors, ma question portera sur, non pas cet art de la lecture, à proprement parler, mais sur le geste d'écriture lui-même. Comment cet art de la lecture, propre à Jean Starobinski, rejaillit-il sur son écriture ? Merci de l'invitation et donc merci de me donner l'occasion d'en parler. Je voudrais effectivement travailler sur la méthode d'analyse de Starobinski, sa méthode d'écriture, de lecture et de relecture, et l'illustrer par un exemple qui est, je crois, le livre de lui que je préfère, Le Remède dans le mal, qui est un livre qui pour moi est vraiment une mine inépuisable. Je crois qu'on peut travailler sur la méthode de Starobinski par rapport à un vers très célèbre d'Horace, la poésie comme la peinture, vers qui est toujours cité de façon incomplète, si on le prend en entier, la poésie comme la peinture, de près, de loin. En peinture, regarder un tableau, c'est le regarder à la fois de près et de loin. De près, et on recule, et on le voit dans l'ensemble, on regarde un détail, on revient à la peinture d'ensemble. Et Starobinski, qui a été un très grand commentateur de tableaux, pratique admirablement cette méthode à propos du cauchemar de Fuseli, peinture qui est vue à la fois de très près, en commentant la présence de la jument, en travaillant sur la position de la dormeuse, mais aussi de loin, dans Trois Fureurs, en mettant en relation cette dépossession dans le cauchemar avec celle d'Ajax dans l'Iliade ou celle d'un possédé dans l'évangile de Marc. Trois fureurs, trois formes de dépossession et comment ces fureurs s'éclairent les unes les autres. En littérature, on travaille également, Starobinski a toujours travaillé également de près et de loin, en alternant les deux. De près, dans la fascination qu'un texte peut produire, qui conduit à rentrer dans le texte, avec immédiatement un risque qui est celui d'une position fusionnelle, où on se perdrait dans l'intimité de notre conscience. Et pour corriger ce désir fusionnel, alors il faut s'éloigner, il faut situer le texte dans un contexte, mais à ce moment-là, il y a un autre risque, un regard surplombant qui perd l'œuvre, et donc il faut revenir de près. Dans L'œil vivant, Starobinski écrit qu'il ne faut refuser ni le vertige de la distance, ni celui de la proximité, qu'il faut désirer ce double excès où le regard est à chaque fois près de perdre tout pouvoir. Double vertige, double excès. On n'est jamais dans une position stable. Et ça conduit, cette méthode, constamment à lire et à relire, à écrire et à réécrire. Je crois qu'on pourrait donner comme devise au travail critique de Starobinski cette phrase de la relation critique: comprendre, c'est d'abord reconnaître que l'on n'a jamais assez compris. Et il me semble que son œuvre consiste constamment à reconnaître qu'on n'a jamais assez compris. Le travail critique, en effet, ne s'arrête jamais. Il se poursuivra, pour reprendre une phrase de Montaigne qu'on peut très bien lui appliquer, autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et je suis très fascinée par la façon dont Starobinski, qui a été un immense critique, qui a été immédiatement reconnu, ne s'est jamais campé en position d'autorité. C'est un très bon lecteur de Rousseau. Jamais il n'a enclos un terrain en disant « ceci est à moi ». Jamais. Il a toujours remis en question même ses propres lectures. La transparence et l'obstacle, un immense succès. C'est pas du tout un champ fermé sur Rousseau. Il y aura d'autres livres ensuite.
Et un de ses derniers livres, c'est Accuser et séduire. Donc il y a vraiment un travail qui se poursuit sur un auteur. On peut continuer à réécrire sur un auteur. Les modalités d'écriture de Starobinsky le conduisent très souvent à écrire des livres qui sont des recueils d'articles, c'est le cas du Remède dans le mal, articles qui sont repris, qui sont retravaillés. Quand on compare les textes, on se rend compte qu'il y a des différences dans les versions, et une articulation qui leur permet de s'éclairer les uns les autres. C'est bien un travail de l'essai, au sens positif du terme, au sens de Montaigne. Il s'agit de mettre à l'épreuve une lecture. Toute nouvelle relecture est mise à l'épreuve de la lecture précédente et travaille dans cette mise à l'épreuve. Et l'essai, par là même, expose un savoir sous une forme fragmentaire, en raison même de netteté intellectuelle, qui se prête toujours à des remaniements et à des ajouts. Alors ce travail de près de loin, d'écriture et de réécriture, on peut l'illustrer en particulier par le Remède dans le mal. On y voit un thème unique travaillé à travers des figures très différentes. Le thème unique, le titre, renvoie à un épisode mythologique que je commence par rappeler. Les Grecs qui partent pour Troie abordent dans les états de Télèphe. Télèphe n'est pas d'accord du tout, donc il y a un combat, et il est blessé à la hanche par Achille. Sa blessure ne guérit pas. On va donc demander à un oracle d'expliquer ce qui se passe et pourquoi la blessure ne guérit pas. L'oracle dit « La blessure ne peut être guérie que par la main qui l'a blessée. » On va voir Achille, on peut se douter qu'on n'aura pas beaucoup de succès. Achille, évidemment, comme sur sa position, il dit « Il n'est pas question que j'y retourne. » Bon. Alors, on fait intervenir Ulysse, qui dans ce cas-là apporte souvent des bons remèdes, et Ulysse va donner le sens de l'oracle. La lance qui a fait le mal doit servir de remède. Ulysse va gratter la lance qui a blessé Télèphe, prépare un emplâtre avec la rouille de la lance, et cet emplâtre guérit immédiatement Télèphe. La rouille de la lance, qu'est-ce que ça veut dire? Cette affaire-là, elle est lue très littéralement, qui va travailler sur les pouvoirs hémostatiques et cicatrisants des ruptures métalliques, et qui fait une grande théorie du problème. Mais elle est lue de façon beaucoup moins littérale par Rousseau, et dans Le Remède dans le mal, qui donne son titre au livre, un chapitre sur Rousseau travaille sur l'expression chez Rousseau. Dans le livre 1 des Confessions, Rousseau rapporte qu'il habite chez les Lambertier, que mademoiselle Lambertier s'occupe de lui, peut le punir, en l'occurrence lui donne des fessées, et que Rousseau éprouve un immense plaisir au fessées de mademoiselle Lambertier. Mademoiselle Lambertier finit par s'en rendre compte et se rendre compte que c'est pas extraordinaire comme type de punition si elle fait quasiment jouir l'enfant qui reçoit la punition. Bon. Donc, lors d'une autre bêtise, l'affaire du peigne cassé, c'est le frère qui donne la fessée. Et là, c'est une fessée terrible. Et Rousseau commente « Qu'en cherchant le remède dans le mal même, on eût voulu pour jamais amortir mes sens dépravés, on aurait pu mieux s'y prendre. » C'est par le sensuel qu'on trouve un remède au sensuel. Ce remède dans le mal, c'est ce que Rousseau fait dans toute son œuvre, jouer sur qui nous corrompt pour réussir à nous régénérer. Donc Rousseau peut à la fois dénoncer les romans, mais comme il faut des romans aux grandes villes et des spectacles au peuple corrompu, il écrit La Nouvelle Héloïse, qui a quand même été un des best-sellers du XVIIIe siècle, un roman qui a eu un immense succès, un roman qui a conduit Kant à oublier sa promenade quotidienne. Enfin bon, c'est quand même quelque chose, ça, comme type de passion pour un roman. Et c'est par un roman honnête qu'on peut essayer de retirer leur corruption aux hommes. Starobinsky va commenter cette phrase dans tout ce livre en lui donnant plusieurs dimensions. Certes, on peut la commenter par rapport à Rousseau, mais il y a un sous-titre au livre qui est très important, « Critique et légitimation de l'artifice à l'âge des Lumières ». Critique et légitimation, entre les deux une dialectique, le mal sert de remède, l'artifice il est à la fois critiqué et légitimé, il ne peut pas être légitimé sans renvoyer une critique, il ne peut pas être critiqué sans renvoyer un autre usage. Et c'est ce double aspect intrinsèque qui est montré dans le livre. Starobinsky le fait à travers une série d'exemples du langage des arguments qui ont permis au XVIIe et au XVIIIe siècle de critiquer les conduites masquées, les conventions de société. Alors je voudrais en donner quelques exemples, évidemment pas tout le livre, il faudrait des heures pour en parler. Un premier exemple qui me paraît important est le travail qui est fait sur la politesse et sur la flatterie.
Starobinsky montre comment la mise en place d'une civilité a permis de supprimer l'agressivité des rapports humains et a permis d'opérer une forme de réciprocité et de vérité entre les hommes. Or, immédiatement vont se présenter des obstacles. La conversation procure un grand plaisir, mais on ne converse qu'entre gens de bonne compagnie. Et les gens de mauvaise compagnie sont exclus. Il n'y a plus de réciprocité. Et la conversation va conduire à jouer sur l'illusion, à avoir une vision narcissique de soi-même et à entretenir le narcissisme de l'autre. Il n'y a plus aucune vérité. On peut donc dénoncer la civilité en dénonçant les jeux pervers de l'amour-propre. Ce que fait La Rochefoucauld, mais ce que fait aussi fondamentalement Alceste. Alceste dénonce toute flatterie. Il faut qu'on soit sincère, et qu'un homme de cœur, on ne dise aucun propos qui ne parte du cœur. Mais ce qu'il dit est lié à l'effervescence de la bile. Ce qu'il dit le conduit à être violent et insatiable. Et il va bien falloir alors accepter l'illusion, en arriver à Philinte et trouver que la faiblesse et la complaisance valent mieux que de rompre tous les liens humains. On a donc critique et légitimation de l'artifice, les deux ensemble. On peut donner un second exemple qui est très longuement travaillé par Starobinsky et qui est le rôle d'Uzbek dans les lettres persanes. Uzbek, il semble d'abord un personnage épris de connaissances qui veut être éclairé par la lumière occidentale. On va découvrir très vite dans le livre, dès la lettre 8 ou 9, qu'il s'est inventé un rôle de savant pour échapper à un despote. Starobinsky commente en disant qu'Uzbek est un reflet hyperbolique de l'incognito de Montesquieu. Montesquieu recourt au travesti persan pour déjouer toute censure ecclésiastique ou politique. Uzbek recourt au travesti de savant pour sauver sa tête. Or, Uzbek, il va apparaître dans le livre sous une double figure. D'un côté, un personnage rationnel. D'un côté, un personnage qui est capable d'analyser ce qui se passe dans la monarchie française et de montrer comment cela peut fonctionner. Et de l'autre, le gardien sourcilleux d'un harem qui peut envoyer des lettres courroucées aussi bien à ses eunuques qu'à ses femmes et qui trouve parfaitement normal qu'un harem composé d'un très grand nombre de femmes puisse rester dans la sagesse la plus totale pendant que le maître part pendant des années et des années. Ça dure quand même longtemps le départ d'Uzbek. Et Starobinsky travaille sur la contradiction qu'il y a entre les goûts intellectuels d'Uzbek et son comportement privé. Cette contradiction, on la voit dans le livre et elle conduit à plusieurs lectures du livre. Les lettres persanes sont un livre absolument fascinant parce que quand on le relit, on ne lit jamais la même chose. La première lecture du livre conduit à avoir une fin du livre qui relève du coup de théâtre. On découvre une Roxane que rien n'avait laissé présager. Mais alors immédiatement on le relit, en se disant que c'est quand même un tout petit peu surprenant ce coup de théâtre. Et en le relisant, on va alors découvrir une dimension ironique du texte qui est absolument extraordinaire. On va découvrir que Uzbek n'a rien compris à Roxane depuis le début, qu'il a attribué à sa pudeur ce qui était une forme de haine, qu'il ne la comprend pas du tout, et que Uzbek, qui est le chantre de la justice sur un plan politique, est parfaitement incapable de voir l'injustice de son propre comportement. Ce qui veut dire que l'intérêt du livre pour Starobinsky, c'est de montrer qu'une relecture n'est pas de l'ordre de la répétition. On peut avoir des relectures répétitives quand on relit un livre qu'on a beaucoup aimé et qu'on veut y retrouver des souvenirs d'enfance. D'accord, mais ce n'est pas les relectures les plus intéressantes. Celles qui sont intéressantes, celles que travaille Starobinsky, c'est celles précisément qui nous conduisent à voir de nouvelles choses dans un texte et qui conduisent à relire pour redécouvrir. Ce qui veut dire que la plus grande qualité pour moi des textes de Starobinsky, c'est de nous apprendre à relire, à redécouvrir. Ce qui me fascine quand je travaille sur lui, j'en ai beaucoup lu récemment et relu, c'est qu'immédiatement, on a envie de se replonger dans les choses dont il parle. Pour moi, un très grand critique est quelqu'un qui fait relire. Quand je lis du Starobinsky, je passe mon temps à télécharger des partitions pour repérer comment fonctionne le début de Noces de Figaro et pour avoir la partition sous les yeux pour voir ce qui se passe, à télécharger le livret aussi, parce qu'il faut quand même savoir exactement ce qu'écrit Da Ponte et qu'en l'écoutant simplement, on ne repère pas tout, à aller regarder des tableaux pour voir ce dont il parle, ou bien me mettre une pile de livres sur ma table de nuit
en me disant que j'ai un bon programme de relecture après avoir travaillé sur lui. Merci beaucoup, Barbara De Negroni. Je vais laisser désormais la parole à Laurent Génie. Vous êtes professeur à l'Université de Genève. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre, La parole singulière, préfacé par Jean Starobinski. Vous revenez sur le contenu de cette préface dans un article paru dans la revue Critique, où vous parlez du processus figural qui affecte la langue lorsqu'elle se réalise concrètement, singulièrement. Dans cette préface, Jean Starobinski a analysé ce processus en le confrontant à la figure concrète du visage. En quoi cette lecture par Starobinski, en quoi cette lecture de votre texte a-t-il modifié, si j'ose dire, votre regard sur votre réflexion? Et plus largement, j'ai présenté la philosophie de Starobinski sous le prisme d'une philosophie du stéthoscope, d'une philosophie de l'écoute. Or, c'était aussi un penseur de la peinture, ça a été rappelé par Martin Rueff et Barbara De Negroni. En témoignent ces grands livres que sont L'invention de la liberté ou encore Les emblèmes de la raison. Voilà, j'aimerais que vous nous éclairiez sur les rapports que Starobinski entretenait avec l'image et le visible. Je crois que ce qui a modifié mon approche de Starobinski ou qui l'a éclairé, en fait, c'est la provocation amicale qui a été celle de Martin Rueff lorsqu'il a réuni un certain nombre de textes dans La beauté du monde. Et parmi ces textes, alors c'était des textes pas introuvables, mais enfin difficilement trouvables, souvent des articles courts, et dans ces textes, il y avait un certain nombre de textes de critique artistique qui m'ont beaucoup frappé et qui m'ont fait réfléchir en fait sur la relation de Jean Starobinski au visible, comme étant non seulement un domaine où il s'est exercé avec un talent remarquable, parce que ce sont souvent des textes très brefs, parfois des textes journalistiques pour le Journal de Genève ou d'autres textes, et où en une page ou deux, il m'a toujours donné l'impression de saisir avec une extrême acuité la question d'un peintre, enfin d'aller au cœur vraiment de son problème. Et donc, voilà, j'ai revu un petit peu les choses à propos de l'œuvre de Starobinski en me posant cette question du rapport au visible et aussi au visage. Je vais y venir. Mais peut-être je voudrais repartir en fait de ce que vous nous avez fait entendre tout à l'heure, oui. La voix de Jean Starobinski, et ce qu'elle a d'assez particulier et touchant aussi. Moi, j'ai toujours eu une impression de surplomb, de pacification et d'intelligence en écoutant Starobinski, quelque chose qui n'est pas très courant en fait lorsque on l'entend là dans cet extrême, et c'est quelque chose qui passe aussi dans son style. Ce surplomb, cette paix et cette mise en ordre. C'est-à-dire que lorsque on lit ou qu'on écoute Starobinski, tout d'un coup, le monde se met en ordre. Il devient d'une extrême intelligibilité. Et ça, c'est quelque chose de très frappant qui est dans son timbre et qui est dans son style aussi. Mais en même temps, je crois que si transparence et obstacle, ces deux termes qu'il a appliqués à Rousseau, il y a quelque chose d'assez proche qui le concerne, qui ne serait pas tout à fait transparence et obstacle, mais qui serait transparence et opacité. C'est-à-dire que je crois que Jean Starobinski s'est méfié de sa propre intelligence critique, de son talent, de son acuité. Et il y en a un certain nombre de preuves. Et d'une certaine façon, c'est la question de l'herméneutique, c'est le risque de l'interprétation. Le risque de l'interprétation, c'est de comprendre trop bien, trop vite, et de façon surtout trop circulaire. C'est-à-dire de comprendre ce qu'on a déjà projeté, en fait, dans l'œuvre qu'on lit.
Dans l'une des définitions que Jean Starobinsky donne de l'herméneutique, il évoque un terme qui me paraît important, c'est médiation en vue de produire un message intelligible. Alors, médiation en vue de produire un message intelligible, ça suppose qu'il y a de l'inintelligible qu'il faut heurter, qu'il faut trouver pour l'amener à l'intelligibilité. C'est que tout n'est pas justement dans la transparence. C'est qu'il y a quelque chose qui résiste à la transparence. Et voilà, c'est cette question de l'opaque et de la quête de l'opacité qui est assez paradoxale, parce que c'est un homme d'intelligence, c'est un homme de transparence, c'est un homme de clairvoyance. C'est cette question-là, moi, qui m'intéresse chez lui. Et au fond, cette opacité, où la trouver lorsque on est un homme de texte et qu'on s'attaque à des textes, c'est-à-dire lorsque on a affaire au fond à une homogénéité de l'objet interrogé et de aussi l'objet critique qui va être produit. Comment faire pour qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'opaque? Alors, je voudrais donner un exemple qui me paraît symptomatique sur un passage plus hyper connu, hyper scolaire même, de la relation critique, un exemple en fait des doutes de Jean Starobinsky par rapport à sa propre intelligence critique. C'est l'exemple hyper connu du dîner de Turin, de l'interprétation, donc de ce passage des Confessions de Rousseau, qui met en scène... Bon, pourquoi ce passage est hyper connu? Parce que c'est méta-herméneutique, en fait. C'est-à-dire que dans ce passage, le jeune Rousseau, domestique chez le comte de Gouvans, lui-même est provoqué à faire un acte d'interprétation parce qu'on lui demande de déchiffrer une devise qui n'est pas comprise par les autres. Et on se souvient qu'il sort donc de sa situation de domestique en donnant la clé en fait de cette devise, parce qu'il a la mémoire de la langue. C'est une raison philologique qui le fait triompher. Et en même temps, à peine a-t-il triomphé que ça finit mal, puisqu'il répand de l'eau sur la robe de Mademoiselle de Broglie qu'il convoite par ailleurs, et donc tout finit en confusion. Alors, bon, c'est un épisode qui est hyper connu, mais ce qu'on n'a pas assez remarqué, c'est qu'il y a un étrange mimétisme en fait de Jean Starobinsky, parce qu'après avoir lui-même magnifiquement dégagé le mythe rousseauiste de l'herméneutique, tout d'un coup, il dégonfle en fait sa propre interprétation. Il apparaît rongé de doutes, et je cite par exemple ces quelques lignes où il se demande si c'est pas un tour de passe-passe en fait finalement ce qui vient de produire comme démarche interprétative. Et il écrit ceci: le texte qui m'a paru apporter le scénario exemplaire de l'interprétation n'a pu devenir si parlant que parce que je l'ai interprété en recourant aux théories et aux concepts mêmes dont je lui attribue la prémonition. Il n'a pu l'instruire que parce que je parlais déjà la langue que je m'émerveille d'écouter en lui. C'est-à-dire, je tourne en rond. En fait, je suis dans un cercle herméneutique et je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, j'ai déjà projeté la signification que je cherchais dans le texte. Donc, et c'est à lui qu'il applique ça. Hein, en sorte que il y a, je dirais, il y a un mimétisme avec Jean-Jacques parce qu'il est dans le même genre de confusion émotionnelle. Lui, il répond pas l'eau sur la robe de Mademoiselle de Broglie, mais sur sa propre démarche. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, d'abord, il a été hyper conscient en fait de cette question, et il a essayé de la contourner ou de la dépasser, et c'est ce qui progressivement nous amènera au visible. Mais d'abord, peut-être qu'on peut passer par l'intérêt de Jean Starobinsky
pour la stylistique et pour les études de style de Léo Spitzer. Alors pourquoi ça intéresse notre question? Ça intéresse notre question parce que le style, c'est du langagier, mais pas tout à fait. C'est du langagier un peu opaque. C'est-à-dire que il y a quand même du non-langagier dans le langagier, et ça, Starobinsky fait une étude magistrale sur la stylistique de Léo Spitzer, et ce qui l'intéresse finalement, c'est qu'il y ait de l'écart en fait dans le langagier, qui est quelque chose justement qui va introduire un peu de l'opaque, et on sait, Martin l'a très très bien mis en place aussi dans sa présentation, on sait que c'est pour se défendre par rapport à Poulet, à la critique d'identification, à tout ce qui peut être fusionnel, mais on peut dire que c'est aussi une façon de se détourner du cercle herméneutique. Là, il y a de l'opaque. Là, il y a vraiment de l'opaque dans le langage, et on va pouvoir affronter enfin une altérité, parce que le problème de Starobinsky, c'est de trouver l'altérité quelque part dans les œuvres qu'il affronte, et de pouvoir la nommer, la construire, parce qu'il n'y a pas d'interprétation sans altérité, sans heurt de l'altérité. Et là, je voudrais faire un pas de plus avec lui. Au fond, il y a deux termes qu'évoque Starobinsky à propos de l'œuvre, c'est le terme matériau et être. Et il dit, au fond, l'opération herméneutique, c'est celle qui va heurter un matériau, de l'opaque, mais ce matériau va, par le geste herméneutique, devenir de l'être, comprenons, devenir quelque chose d'expressif et devenir une sorte de visage. C'est là que le terme visage intervient. La transformation donc du matériau en expression. C'est ça le point en fait que Jean Starobinsky cherche. Alors c'est pour ça en fait que sa critique d'art m'a beaucoup intéressé, parce que là cette opération elle est évidente, elle est totalement évidente, et elle n'est pas c'est plus facile d'une certaine façon avec le visible, parce que dans le cas des textes, il faut construire cette opacité. Il faut donc par exemple par un travail sur le style. Mais dans le cas du visible, elle est donnée, cette opacité. C'est précisément les artistes qui la donnent, parce qu'on a affaire à un matériau qui n'est pas langagier. Donc lui va pouvoir être l'objet d'une médiation, véritablement. Et il y a un texte pour moi qui est absolument lumineux sur cette question, c'est un texte de Jean Starobinsky sur Henri Michaud, qui s'appelle « Le monde physionomique ». C'est un texte qui est paru en 1978. Il y a eu plusieurs textes autour de Michaud, mais celui-ci me paraît particulièrement remarquable. Alors pourquoi? Eh bien parce que, à propos de Michaud, Starobinsky cite Cassirer, et il introduit une notion qui emprunte à Cassirer, qui est celle de aperception mythique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, aperception mythique? C'est l'idée que pour la conscience, le monde est perçu comme une physionomie. Je cite le commentaire qu'en fait Jean Starobinsky. Le monde y a même pris dans ses grandes lignes comme dans son détail un visage caractéristique, accessible à chaque instant à une appréhension globale et toujours impossible à décomposer en de simples configurations générales, en des lignes et des contours géométriques et objectifs. Le sens expressif adhère à la perception même, dans laquelle il se trouve saisi et éprouvé. Alors évidemment, l'œuvre de Michaud, c'est un modèle évident de ça, puisque c'est à partir de l'opacité même, l'encre, que Michaud fait surgir des visages, justement. Donc lui, il vient d'une certaine façon à la rencontre de
cette exigence de Starobinsky de métamorphose du matériau en visage. Ça se passe tout le temps chez Michaud. C'est précisément ça qu'il fait, à partir de la provocation du matériau, parce qu'il faut se souvenir que Michaud souvent jette l'encre et rattrape ensuite ça en visage. Il donne un sens expressif à l'encre. Évidemment, c'est un geste qui intéresse beaucoup Starobinsky parce qu'il est allégorique en réalité de ce que devrait être la démarche herméneutique. Je voudrais dire aussi que en tant que critique d'art, l'opacité n'a pas toujours la forme d'un visage comme chez Michaud. Starobinsky touche l'opaque qui est souvent simplement une donnée matérielle, plastique de l'œuvre. Par exemple, lorsqu'il part de Balthus, c'est l'oblique qui va être le terme clé en fait, de lecture, qui va avoir un sens expressif. En fait, ce n'est pas forcément un visage, ça peut être simplement une donnée plastique. Chez Garage, ce sera le rouge. Et chez Mérion, c'est la cruauté du trait de la gravure. Enfin, il y a tout un développement en fait, sur tout ce qui est expressif, simplement dans le trait de la gravure. Donc, dans tous ces cas-là, ce que Jean Starobinsky a trouvé, c'est effectivement un matériau qui se transforme en visage, et souvent il présente d'ailleurs ça comme une sorte de scène mythique, une scène d'échange de regards. Hein. C'est-à-dire que le matériau me regarde, hein, et me provoque en fait à l'élucider et à le voir mieux. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Cette idée que le visible est une clé, peut-être métaphorique, mais pour comprendre que chez Starobinsky, et on pourrait aborder la question par bien d'autres aspects, la question de l'ombre et des lumières. Hein, je veux dire, c'est un homme des lumières, mais il parle de l'ombre aussi. Donc il n'y a pas une sorte de délire de la transparence, en fait, chez Starobinsky. Bien au contraire, il y a toujours un scrupule et une recherche de l'opaque qui peut prendre des formes très différentes, mais moi, c'est par le biais du visible que j'ai voulu l'apprendre. Merci beaucoup, Laurent Génie. Alors, ce thème de la visibilité n'est pas seulement métaphorique, hein, pour reprendre votre expression. Elle renvoie aussi à une expérience sensible, à une expérience réelle, si j'ose dire. En tout cas, voilà, on l'éprouve sensiblement, et notamment dans le mouvement, cette question de la visibilité, dans le mouvement et dans l'expérience du voyage. Et s'il y a bien un pays, une terre dont l'appréhension appelle presque instinctivement l'artialisation in visu, pour reprendre cette expression à Alain Roger, c'est bien l'Italie. Je me tourne vers vous, Carlo Ossola. Vous êtes philologue, historien de la littérature et professeur au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages. Vous venez récemment de publier Les Vertus communes aux éditions Les Belles Lettres, livre que vous présenterez en compagnie de la philosophe Gabrielle Radica lundi prochain, 25 novembre, dans le cadre de Cité Philo. Dans un article paru dans les Lettere Italiane en 2017, vous écrivez que Jean Starobinsky aimait, je vous cite, les traditions, les lettres et la musique de notre culture italienne. Pourriez-vous nous parler des rapports de Jean Starobinsky avec l'Italie et de l'amitié qui vous liait ? Je crois également que vous souhaitiez évoquer le livre « Accuser et séduire », un des derniers ouvrages de Jean Starobinsky paru en 2012, je crois. Oui, je suis très ému, je le reconnais. Jean Starobinsky a compté énormément dans ma formation. C'est un maître au sens le plus profond du terme. Je crois, je l'ai écouté la première fois quand je venais de commencer mes études à la faculté des lettres à Turin en 65 ou 66, où il avait été invité par des philosophes, précisément, pas par les littéraires. Et je me rappelle dans cette salle solennelle mais petite, d'abord, moi j'étais au fond, et le premier souvenir est la qualité de sa voix. Une voix, on l'a entendu ce soir,
qui vient des profondeurs, mais qui se présente avec un grand calme, une manière de présenter au temps présent quelque chose qui vient de loin. Et cela m'est resté constamment dans la mémoire. Et puis, il était quand même le président de la commission à Genève qui a eu la générosité de me nommer. Donc, vous voyez bien la continuité. Mais je voudrais d'abord insister sur un élément que nous n'avons plus dans notre temps. Le fait que Jean Starobinski, et Martin l'a décrit parfaitement, appartenait à une génération dans laquelle être homme est être universel, Weltmann. Il faut le lire dans le sens profond d'appartenir au monde. Ne pas avoir de frontières, d'abord dans les lectures, dans l'accueil, dans l'esprit. Alors Martin a évoqué cette tradition de famille, mais à partir d'un certain moment, il faut aussi ajouter la tradition de la famille de Jacqueline, venant de Odessa. C'était les deux âmes, Ashkénazi et séphardite, de la tradition juive. Jacqueline était la Méditerranée. Ils ont eu du reste aussi très souvent des femmes de ménage venant de la Méditerranée, italienne, portugaise. C'était les deux mondes d'une très grande tradition. Et il faut dire que Jean Starobinski a eu le droit à être citoyen de Genève en 1948. Donc il avait 28 ans. Et jusqu'à ce moment-là, il était d'une certaine manière un étranger dans sa ville où il avait fait ses études. Il a néanmoins, le discours de Berne est fondamental. Il a été d'une fidélité absolue à ce pays qui l'avait reçu. Ayant 3 enfants, il n'a pas vraiment fait des trop grands voyages, sauf la période précisément où il a été à Johns Hopkins de 1953 à 1956. Et il le dit dans ce livre merveilleux, la parole est à moitié à celui qui parle, paru chez un éditeur de Genève, la Dogana, en 2009, et il dit que cette invitation était liée à la généreuse amitié de Georges Poulet, qu'il avait connu aux rencontres de Royaumont en 1948, et c'est là qu'il commence à connaître les personnalités de ce club d'histoire des idées de Johns Hopkins, où le maître était en effet Spitzer, que vous venez d'évoquer, et Jean Starobinski a préfacé le recueil de la traduction française d'un certain nombre d'essais. Mais à part cette période de 3 ans passés aux États-Unis, qui, il faut rappeler, ne lui donna pas accès à la chaire de littérature à Genève, parce que quand il vient, il recommence son travail à l'hôpital, il travaille sa thèse sur Rousseau, et c'est à partir de plus tard qu'il entrera en 63, comme Martin vient de l'évoquer. Donc il y a quand même une période où il est, là aussi, l'oscillation que vous avez si bien évoquée, c'est constante. Pour les premiers 45 ans de la vie de Jean Starobinski, littéraire et médecin, médecin et littéraire, l'histoire des idées faisant une liaison entre les deux, aussi dans la vie pratique. Alors, à part cela, l'autre pays qui a fasciné, qui a permis aussi à Jean Starobinski d'avoir des contacts, de lancer surtout les travaux, me semble-t-il, sur la peinture classique, c'est en effet l'Italie. Il était lié d'amitié avec Vittore Branca. Je crois qu'il s'était connu en France parce que Branca avait été le représentant italien à l'UNESCO. Il avait le même bureau que Roger Caillois et il rentre dans les années 50 pour diriger cette immense institution face à San Marco de Venise, la Fondation Cini, c'est-à-dire l'île de San Giorgio Maggiore, Pallade, les peintures de Tintoretto, vous pouvez bien imaginer. Eh bien,
Cette liaison étroite a déjà comme premier livre, qui n'est pas traduit en français malheureusement, 77, La filologia e la critica letteraria. La philologie assurée par Vittore Branca, la critique littéraire par Jean Starobinski. C'était pour une institution italienne, Istituto Accademico de Rome, qui avait demandé à un certain nombre de grandes personnalités de donner leur vision sur les grands genres littéraires de l'époque. Et il y a, le texte resta inédit pendant 3 décennies, un texte aussi de Roland Barthes, Variations sur l'écriture. Donc c'était un moment de ferveur et à partir de là, Jean Starobinski et Jacqueline, les deux toujours ensemble, venaient constamment à l'île de San Giorgio et c'est là que, même après mon départ de Genève, on a continué à nous voir. Notamment, je citerai le grand texte d'ouverture sur les dessins de Piazzetta que tu as republié dans La beauté du monde, 83, mais les années de prononciation et d'écriture sont toujours 1 ou 2 années avant. Puis un magnifique essai sur Rousseau à Venise, la vie théâtrale de Rousseau, dans un texte magnifique, là aussi, Paris-Venise, à l'occasion des 250 ans de la venue de Rousseau à Venise, c'est-à-dire 1743 et donc 1993. Et là se crée tout un réseau très important, je dirais spécialement, ça m'a marqué à jamais, un cours, c'était toujours les cours de septembre, donc la lumière la plus douce de Venise. Je dirais que même l'écriture de Jean participe de cette lumière. C'était les langages du rêve, i linguaggi del sogno. Quand vous prenez maintenant le volume des actes, vous avez André Chastel, Georges Steiner, Ignacio Mateblanco, Émile Zola, Alem Mandelbaum, grand poète américain, Andrea Zanzotto, grand poète italien, et Jean Starobinski. C'était des moments inoubliables. Ces grandes personnalités se parlaient, discutaient. C'était vraiment une nouvelle république des lettres. Et pour terminer, deux grands textes, l'un très fidèle à la ligne que Jean Starobinski avait commencé comme médecin, c'est-à-dire La mélancolie, une magnifique préface chez un éditeur vénitien qu'il avait connu au moment de ses cours du mois de septembre, à l'anatomie de la mélancolie de Barton en 1994, et puis la grande préface au roman et récit de Italo Calvino, donc les Méridiani, c'est-à-dire la Pléiade italienne, paru en 91. Donc il y a quelque chose qui marque un peu la personnalité de Jean Starobinski, parce qu'il, pensons aussi à son essai sur Canaletto, d'abord un encouragement à s'occuper de quelque chose qui n'était pas étranger à sa vision, c'était son idée de lumière et de transparence, c'est-à-dire les peintres vénitiens, précisément, Piazzetta, Canaletto, Tintoretto, etc. Et deuxièmement, le fait de pouvoir aborder les grands écrivains contemporains, non seulement français, qui avaient eu une vision universelle. Quand vous prenez ce grand texte d'ouverture de Jean Starobinski sur Italo Calvino, l'accent qu'il met sur l'ouvrage de Italo Calvino, c'est cette ouverture universelle qui vient jusqu'au grand dernier texte sur les méditations de Palomar. On pourrait dire que Jean Starobinski a été un Palomar de la réflexion humaine sur la condition humaine. Je voudrais ajouter, puisque je parle en dernier, un élément
qui n'est pas encore sorti, mais qui est fondamental dans la formation de Jean Starobinski, c'est son rapport à la culture allemande. Il avait appris l'allemand, je crois qu'il le parlait très couramment et très bien, et cette tradition allemande, là aussi, encore une fois, d'esprit universel, lui avait fourni une attention, je dirais, supplémentaire à ce devoir d'être témoin dans le monde. Je me permets simplement de vous lire ce passage, toujours de ce texte autobiographique, où il dit « Je souhaiterais que mon travail fût en rapport avec le moment que nous vivions. » Alors on dit, mais voilà, l'écrivain engagé, l'homme... Et tout de suite, la distance, avec un regard sur les travaux de Kérény, de Dumézil, de Binswanger, c'est-à-dire les grands interprètes des origines des civilisations. Et lui-même, on l'évoquait tout à l'heure, fut l'élève de Waldemar Deona, qui enseignait à Genève l'histoire de l'archéologie grecque. Il a enseigné aussi le grec et il a enseigné l'histoire des religions. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui, avec Saussure, avait été convoqué par Flournoy au commencement du XXe siècle pour déchiffrer le langage et la peinture automatique d'Hélène Schmidt. Donc là aussi, il y a en même temps être témoin de son temps, mais en l'enracinant dans la grande tradition des chercheurs des racines, des mythes d'origine, etc. Et dans le même texte, il dit j'avais une immense admiration de l'écriture de Roger Caillois, qui est quelqu'un qui a fait un peu le même parcours. Ce qui est surprenant, parce que Caillois est quelqu'un qui s'engage dans l'objet qu'il étudie. On pense à sa écriture des pierres, alors que Jean Starobinski prend une réserve. Mais peut-être pour arriver justement à accuser et séduire, je voudrais juste faire encore un petit passage à propos de la culture allemande sur quelque chose qui a été toujours, je dirais, le moins pacifié chez Jean Starobinski, c'est-à-dire son rapport à Freud. Et on le provoquait même à parler de psychanalyse. Lui, médecin, avait une certaine réticence. Mais enfin, un jour, on l'oblige vraiment, et là, Jean Starobinski a une idée formidable qui montre bien toujours ce besoin de remonter aux grandes racines. On lui dit, écrivez quelque chose sur l'interprétation des rêves, et Jean Starobinski s'arrête à l'exergue de la première page, c'est-à-dire au vers de Virgile, « Si je ne peux pas plier les dieux, je ferai surgir Achéronte. » Et il écrit un essai magnifique, encore une fois, non pas sur Freud, mais sur les lectures qui ont pu faire surgir chez Freud cela. C'était l'attitude toujours, je dirais, disons-le avec un grand philosophe, toujours engagement und Distanzierung, Norbert Elias. C'était en même temps, comme vous l'avez évoqué, une espèce de besoin d'arriver tout près de l'objet, mais sans ni le saisir. Là, il est assez proche de l'idée de déprise de Roland Barthes. Pas la saisie, mais la déprise, mais en arrivant au plus possible dans le cœur du problème. Et pour terminer, je voudrais vous porter quelque chose qui m'a vraiment toujours interrogé, c'est-à-dire le rapport de Jean Starobinski à la ville de Genève, à la vie qu'il a menée à Genève. N'oublions pas qu'il a eu des responsabilités publiques importantes. Il a dirigé pendant de très longues années les rencontres internationales de Genève, qui ont été
un foyer important de la conscience, on dirait aujourd'hui de la conscience européenne. Hein, certainement, elle avait été fondée dans cette perspective et lui-même, je crois, a choisi à la fin son successeur, c'est-à-dire Georges Niva, qui est quelqu'un qui a étudié longuement, et il étudie toujours, la littérature russe, peut-être un rapport aussi aux traditions de famille ou à la langue que Jean parlait avec ses parents, et surtout parce que Georges Niva avait fait sortir du silence et un peu imposer en Occident la voix de Solzhenitsyn. Eh bien, je me suis demandé pourquoi ce titre, qui n'est pas symétrique comme les autres, Accuser et séduire. C'est le dernier livre de recueil sur Rousseau, qui est l'un des grands auteurs auxquels Jean Starobinsky a consacré sa vie. Si vous prenez les autres titres, vous avez déjà évoqué, je ne vais pas le reprendre, mais la transparence et l'obstacle, en effet, là où il y a un objet, il n'y a plus de transparence, il y a l'opacité, etc. C'est symétrique. Encore plus, la symétrie parfaite, action et réaction. Et un élément chimique, l'un des plus beaux livres de Jean Starobinsky, chaque fois qu'il y a action, l'action demande la réaction. Pourquoi accuser, on dirait accuser et se défendre, mais pourquoi accuser et séduire? C'est un titre qui m'a un peu inquiété, mais avant de venir à une hypothèse que je vous soumets, je voudrais lire ce passage qui explique bien cet équilibre toujours en mouvement entre les données katastématiques, c'est-à-dire le plaisir de l'équilibre et le plaisir du mouvement. Et ça appartient précisément à sa réflexion sur la musique. La phrase musicale, je veux dire la phrase dite classique, avec sa liberté mesurée. Hein, vous voyez l'homme, sa liberté mesurée, a quelque chose d'émouvant. Presque aux larmes, par exemple, dans une symphonie d'Haydn, dont j'oublie le numéro de catalogue, quand j'écoute son menuet indiqué a rovescio, en le renversant, c'est-à-dire où une suite de notes s'expose et puis se renverse. Quand on prend ces titres, c'est comme si on écoutait ce menuet musical avec les phrases, et il jouait du piano et très bien, a rovescio. Savamment et ingénument, c'est parfaitement maîtrisé par l'intelligence, mais on y trouve la flexibilité d'un être naturel d'une plante. Et ça me fait venir à l'esprit immédiatement le passage de Roland Barthes par Roland Barthes. À la fin des photos de jeunesse, il met un palmier et il dit pourquoi ce palmier, après avoir présenté les photos de Bayonne, de Hurth, d'où sa famille était originaire, parce que le spécifique du palmier est la retombée. Et chez Jean, il y a aussi cette espèce de largesse, de retombée. Encore que, même dans ce texte si important en largesse, il y a comme sous-titre le don généreux et le don pervers. Là aussi, il y a cette espèce de toujours lecture dialectique. Voilà, ce que je voudrais faire, ce serait de voir éventuellement s'il y a des cahiers du lycée de Jean pour savoir la lecture. Est-ce qu'il a eu un parcours autour de la tradition hegelienne? Bien sûr, il avait comme collègue, tu viens de l'évoquer, Jean Hersch, c'est-à-dire l'élève de Jaspers, dont la philosophie était constamment, je dirais, dans les cordes de sa réflexion. Eh bien, pour revenir entre biographie et livre à ce titre,
j'ai cherché partout. Aujourd'hui, en plus, nous avons les données faciles venant des concordances que les ordinateurs, si on pose la bonne question, vous donnent. Eh bien, la seule phrase identique que j'ai trouvée dans la tradition, c'est, et là j'ai fait un bond qui m'a surpris, c'est la réponse en latin, bien évidemment, que Michel Servet. Et on finira sur ce point-là, Carlo Ossola. Avant de laisser la parole au public, on pourra peut-être finir sur ce point. Oui, je termine là. Très bien. C'est la phrase que Servet reproche à Calvin en disant « Vous m'avez accusé et vous portez la séduction au monde, la séduction d'une parole perverse au monde », en citant un passage de l'Apocalypse. Et là aussi, on voit quelqu'un qui a évidemment dû lire les œuvres de Calvin quand il faisait les études au lycée et qui a tenu à l'esprit la réponse de la victime, Servet qui fut brûlé, la réponse de la victime à l'accusation, je dirais, des pouvoirs. Et pour moi, ça a été là aussi une très grande leçon humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. La parole est au public, la parole est à vous. Bonsoir. Je voulais savoir comment il a pu il arrivait à concilier justement la pensée scientifique, puisqu'il a fait des études de médecine, avec la pensée philosophique et toutes les autres disciplines sociales ou psychanalytiques ou autres, ou artistiques. C'est moi qui réponds à ça. D'accord. Alors écoutez, merci de cette question. Elle est, en fait, elle se résout assez simplement, vous allez voir, parce que Carlo Ossola l'évoquait tout à l'heure, hein, Jean Starobinski a eu 2 formations universitaires qu'il a menées toutes les 2 à terme, c'est-à-dire qu'il a fait une thèse de médecine sur la mélancolie, hein, sur les traitements de la mélancolie avant l'invention des psychotropes. Il a fait cette thèse à Lausanne avec un grand médecin qui a participé à la création des premiers psychotropes. Et à côté de ça, donc, il a suivi une carrière complète de lettres à l'Université de Genève. Et il a, d'une certaine manière, si vous voulez, concilié la médecine et l'histoire des idées, la critique littéraire, parce qu'il est devenu historien des idées médicales. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il n'a exercé que très peu de temps, hein, la médecine. Il l'a exercé en fait à l'hôpital de Lausanne pendant 1 an et demi. Et de ça, alors ça, donc si vous voulez, il a été très peu médecin comme profession, et toute sa vie intellectuelle, critique littéraire, herméneute, et tout ce qu'on a essayé d'évoquer ensemble. Mais et donc voilà, si vous voulez, c'était un intellectuel qui avait été médecin, si vous voulez. Ensuite, il ne l'a plus été. Mais il y a un point qui est très important et qui rejoint des éléments qu'ont évoqués et Laurent Génie et Carlo Ossola, c'est que Jean Starobinski, c'est quelqu'un qui a connu la folie. Il l'a vu. Il a vu des fous. D'accord ? Et comme il le disait très souvent, les fous, ce sont des gens qui souffrent. D'accord ? Et donc, il a tiré de son expérience une méditation sur la douleur qu'il n'a jamais abandonnée et qui était alors là une part d'ombre et d'angoisse qu'il avait à l'égard de cette folie. Et d'une certaine manière, et ça c'est un point sur lequel on pourrait discuter même entre nous, il n'a pas du tout supporté qu'une certaine avant-garde intellectuelle française des années 60, où on reconnaîtrait plus Solers que Foucault sans doute, hein, mais ait fait des fous des héros.
C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, que la littérature, comme expérience des limites, soit l'exaltation de la folie, il disait tout le temps, hein, ils n'ont pas connu des fous, ils n'en ont pas vu. Hein. Et quand il m'est arrivé de travailler sur Artaud, comme Laurent, comme certains d'entre nous, Artaud, qui est quelqu'un que Starobinsky avait lu mais qu'il tenait à distance, hein, c'est quelqu'un qui ne cesse de dire qu'il a mal. D'accord ? Donc ça, je crois que c'est très important de voir que ça rejoint ce que tu disais sur l'opacité, ce que Carlo disait aussi sur l'ombre. Hein. Voilà. Donc je crois que ça, c'est un point très important. Quant à la philosophie, hein, comme je le disais tout à l'heure, il a fréquenté beaucoup de philosophes. Il a eu un grand respect pour la philosophie, mais ses textes ne sont pas des textes de philosophes. Hein, et il aurait pas... Il aurait rougi. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui rougissait d'ailleurs. Il aurait souri. Il aurait eu un petit mouvement coquet, parce que c'était quelqu'un de très coquet, de prise de distance. Et il aurait dit, mais non, ne confondez pas tout. Les philosophes, ils sont ici, ils sont dans la salle. C'est pas moi. Voilà. Je me permets d'ajouter qu'il avait une formule très intéressante. Il disait, en parlant de son travail sur Rousseau, qu'il ne le lisait pas en psychiatre, mais qu'en revanche, il pratiquait la psychiatrie en lecteur de Rousseau. Je trouve cette formule tout à fait intéressante. Et il dit dans Accusé et séduit. Voilà, exactement. Dans Accuser et séduire, d'ailleurs, Nassim, il dit, dans un interview qui suit Accuser et séduire, il dit Diderot aurait été mon ami, mais Rousseau aurait été mon patient. Je voudrais d'abord vous remercier pour ces 4 magnifiques éclairages sur le travail de Starobinsky. Vraiment, c'était très beau. Et j'aimerais poser une question qui est peut-être un petit peu dérangeante. Sur la réception de Starobinsky aujourd'hui. Je suis d'une génération pour qui la transparence et l'obstacle étaient un incontournable, un livre extraordinaire, etc. J'ai pas lu tant de Starobinsky que ça personnellement. J'ai quand même beaucoup travaillé sur Montaigne, puisque je travaille sur Montaigne depuis, entre autres choses, une vingtaine d'années. Et je me demande si on n'est pas un peu dans un moment de creux concernant la réception de Starobinsky. Et je voulais vous poser très franchement la question. Et je pense à son Montaigne, une chose qui m'étonne, moi qui fréquente les milieux montagnistes, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, au fond, le Montaigne en mouvement est regardé d'un peu haut, pour parler franchement. Il y a un travail très considérable qui se fait sur Montaigne depuis 20 ans, avec une hausse permanente des critères de scientificité, nous connaissons tout ça dans l'université, mais les grandes synthèses ne sont plus vraiment à la mode. Moi j'en connais 2 sur Montaigne, c'est Hugo Friedrich, Montaigne, et puis Jean Starobinsky, Montaigne en mouvement, que je trouve un livre merveilleux, et qui commence par le commentaire, la phrase de Montaigne, pour qui écrivez-vous? Et je me demande pour qui écrit aujourd'hui Starobinsky. Et je me demande si dans cette espèce de regard un peu lointain qu'on a avec les livres de Starobinsky, et donc je parle du Montaigne, il n'y a pas précisément une méfiance devant sa capacité de synthèse. J'ai beaucoup aimé quand Laurent Génie a dit, au fond, quand Starobinsky parlait, c'était une mise en ordre. Et Montaigne est un peu mis en ordre, mais pas un ordre militaire, mais un ordre significatif, un ordre signifiant, un ordre philosophique. Et j'ai aussi été très frappé quand Martin Rueff a dit que Starobinsky se méfie un petit peu de la langue technique de la philosophie. Voilà. Donc la réception, ou plutôt la non-réception actuelle du Montaigne de Starobinsky, non-réception que je perçois et que je déplore, je me demande si ça n'éclaire pas un peu une sorte de creux, que j'espère provisoire, dans la lecture générale de Starobinsky. C'est une question que je voulais vous poser, tout simplement, à tous les 4. Peut-être globalement aussi, c'est la question de la critique, tout simplement, la critique littéraire qui a disparu pratiquement derrière les spécialités. Il y a des spécialistes, mais de grandes voix critiques, que ce soit celle de Staro ou d'autres, on n'en connaît pas. Enfin, qui dépassent les limites des spécialités, justement. Bon, ça, c'est juste une remarque. Oui, alors je pense que tu as raison, et je pense que Laurent a raison, donc je pense que vous avez tous les 2 raison. Il y a plusieurs choses dans ce point-là. Il me semble, et je dis ça devant mes amis qui sont aussi des grands critiques littéraires, qu'il
il y a eu un moment où les philosophes lisaient les critiques littéraires pour trouver chez eux un rapport au matériau de la langue, pour citer Laurent, qui était pour eux une mise, disons, en perspective de leur savoir philosophique avec, disons, le monde de la création. Alors c'est très visible, par exemple, et ça me fout en colère, parce que, par exemple, notre époque est extraordinairement admirative de Foucault, et à juste titre, mais il faut rappeler que Foucault avait une admiration inconditionnelle, par exemple, pour Jean-Pierre Richard. Un des plus beaux comptes rendus du Mallarmé de Richard, hein, qui est un peu l'équivalent du côté de Richard de ce qu'est la transparence et l'obstacle, c'est Foucault. Derrida, Foucault, Deleuze avait une admiration immense pour la transparence et l'obstacle, qui est chaque fois qu'il parle de Rousseau, il parle de Starobinsky. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la philosophie se tournait vers la critique littéraire pour avoir, disons, une connaissance rapprochée de ses œuvres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critiques littéraires, et c'est très sensible pour des gens qui, comme nous, en publiant, en lisant, etc., les critiques littéraires demandent aux philosophes des comptes sur les écrivains qu'ils lisent. Alors c'est un comble. Non, c'est un comble. Mais ça dit quoi? Ça dit que ce savoir qu'on avait repéré dans l'expérience de la singularité, en se frottant à un auteur et à ses résistances, à ses opacités, etc., était justement une expérience globale du monde. Et Barthes, pour ça, était vraiment un maître, hein, parce que Barthes était vraiment le critique qu'on lisait pour ça, pour s'orienter dans le langage, etc. Et bien cette expérience-là, elle n'est plus attendue aujourd'hui. Et c'est un rapport à l'œuvre. Un des points, on est, je crois que tous les quatre d'accord là-dessus, hein, et sans doute, un des points les plus d'accroche, les plus forts chez Starro, c'est sa croyance dans l'œuvre. C'est quelqu'un qui défend l'œuvre. Alors, il y a sans doute un rapport à son histoire personnelle, au camp, etc. Mais il y a une croyance dans l'œuvre. Est-ce que cette croyance dans l'œuvre, elle est toujours actuelle? On est plutôt dans la période du désœuvrement, de la déconstruction. La critique littéraire s'ingénie avec... pardon, pas Saint-Génie, hein, Saint-Génie, elle s'ingénie, elle s'emploie à étoiler le texte en amont et en aval. Hein, je pense aux travaux sur les mondes possibles, etc., sur les textes possibles. L'idée que le lieu de résistance de l'humain, c'est l'œuvre, c'est quelque chose dans quoi Starro a cru jusqu'à la fin, et qui ne me paraît pas, disons, dans la bourse des valeurs contemporaines, avoir la cote la plus haute. Voilà. Donc je pense que ça correspond. Hein, ça correspond. Des critiques qui sont plus proches de la négativité, et dans la négation de l'œuvre, hein, comme Blanchot, bizarrement résiste mieux. Hein, bizarrement résiste mieux parce que Blanchot qui fracture l'expérience du monde avec la négativité, etc. Barthes, comme c'est le critique qui a dit vraiment tout et son contraire pendant 40 ans, avec beaucoup il peut occuper toutes les positions, donc on peut toujours le... Starro, il n'a pas bougé d'un pouce. Pas bougé d'un pouce. Et je pense souvent à Starro quand j'entends la phrase très célèbre, il vaut mieux avoir raison avec Sartre que... Non, raison avec Aron que... Enfin bon, tort avec Sartre que raison avec Aron, donc comme cette phrase m'énerve, je la cite toujours mal. Starro, c'est quelqu'un, et on peut le lui reprocher, qui ne s'est jamais trompé. Jamais. Hein? Barthes s'est souvent trompé, on l'admire, mais il s'est souvent, j'allais dire, planté, mais Starro, jamais. C'est-à-dire, si on prend des textes des années 43... C'est les premiers textes, hein. Il a 23 ans, son mémoire de maîtrise sur Stendhal, c'est un texte absolument prodigieux, d'une intelligence et d'une... Il n'a pas pris une ride. Et voilà, je crois que ce rapport à l'histoire, au classicisme, à l'œuvre, c'est le symptôme d'un moment de la critique française, enfin en langue française. Hein. Et Starro n'était pas du tout réactionnaire, ne me faites pas du tout dire ça, c'était tout sauf un réactionnaire, hein, Starobinsky. Une attention, tu le disais, au présent, au moderne. Mais disons, cette croyance dans l'œuvre, dans l'histoire, dans les formes, etc. Voilà, et puis quand les gens se rendront compte que c'est ça qui compte, eh bien, reviendront à Starro. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas pessimiste. Je pense aussi qu'il y a un élément, là, comme vous avez demandé d'être clair, j'essaierai
de l'être jusqu'au bout. Aujourd'hui, le critique qui est plus aimé, celui qui fait paraître son lecteur comme intelligent. Et dans toute l'université, au lieu de reconnaître nos dettes, on achète des crédits dans le comptoir des examens. C'est la chose la plus terrible que l'unité des universités de l'Europe a faite. Des générations entières, des siècles ont appris en apprenant que la seule chose qui augmentait était la dette. La dette par rapport aux classiques, la dette par rapport à ceux qui nous ont précédés. Maintenant, on vous débite des crédits sur 150 pages, on n'a même pas le temps de lire Virgile. Alors que Jean Starobinski avait un Virgile portatif qu'il avait toujours sur lui. Alors, évidemment, quand on lit Jean Starobinski, on est obligé de reconnaître notre ignorance. À chaque moment, on se dit, mais combien de lectures je n'ai pas faites, combien de lectures ont été mieux faites par Jean Starobinski. C'était la formation un peu universelle de Burckhardt, de Thomas Mann, ces grands gens qui ont vraiment marqué la culture européenne et qui ne font pas, certainement, ne mettent pas à son aise le lecteur. Le lecteur passe à travers un processus d'initiation dans lequel il est constamment mis en question. Et aujourd'hui, on ne tolère plus ce type d'interrogation. Dommage. Mais comme Laurent le disait, ce n'est pas seulement le cas de Jean Starobinski. Prenons les grands critiques. Pour rester à Genève, Jean Rousset, on dit Jean Rousset le baroque. La première traduction de Jean Rousset fut en 1946 d'un livre allemand, lui aussi passé par la culture allemande, qui venait d'être publié, de Max Picard, l'Hitler que nous portons en nous. Première traduction de Jean Rousset. Voilà des esprits. Et ils étaient les deux, Jean Starobinski et Jean Rousset, les élèves de Marcel Raymond. Et évidemment, ceci n'est plus admis, ça gêne. Donc, il faut espérer que ce système de crédit fasse naufrage, je l'espère vivement, et qu'on recommence à compter nos dettes. Finalement, la dette est une manière de se lier plus que le crédit a toute une tradition, a des racines et tout ça, la valeur de la dette. Quand on lit Jean Starobinski, on ne peut qu'avoir ce sentiment. Mais évidemment, c'est quelque chose de si loin de notre présent. Et je crois qu'il y aurait peut-être une dernière raison qui est l'ampleur immense de l'œuvre et le fait qu'elle est méconnue dans beaucoup de ses aspects à cause de la célébrité, la transparence et l'obstacle. Personnellement, ça a été très fort. La transparence et l'obstacle, j'ai lu en Hippocagne, c'était une révélation, ça a été une admiration fulgurante. Après, j'ai beaucoup travaillé Rousseau en philosophe et ce livre m'est apparu comme ne posant pas beaucoup de questions politiques chez Rousseau et donc m'est apparu moins spectaculaire qu'il ne l'avait été. Et j'ai lu De Raté, j'ai lu des gens comme ça qui m'intéressaient davantage. Et résultat, Starobinski, il est resté accroché à la transparence et l'obstacle. Et je l'ai redécouvert depuis une quinzaine d'années en lisant beaucoup d'autres textes de lui. Mais la transparence et l'obstacle l'avait un tout petit peu écrasé. Oui. Or, je constate cet été où j'ai beaucoup travaillé Starobinski, j'avais le remède dans le mal avec moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus à la maison, qui m'ont dit « Ah oui, c'est bien ça », qui sont mis dedans et qui ne l'ont plus lâché. Donc ça a revalorisé avec autre chose. Bon. Je pense que ce livre, d'une certaine façon, l'a rendu très très célèbre, mais a aussi été, à certains égards, une limite dans sa lecture, dans la lecture qu'on a pu faire de lui. Pardon. Ouais. Non, je voulais juste dire, pour revenir au surplomb, il y a un type de surplomb chez Jean Starobinski, par exemple dans l'invention de la liberté, qui est extraordinairement libre, qui n'a rien d'une synthèse morne, mais qui est tout dans
dans l'invention, dans effectivement la façon de faire tourner cette notion de liberté à travers des œuvres. D'une certaine façon, c'est très très subjectif ce que fait Jean Starobinsky, et en même temps, ça porte une lumière en fait synthétique sur le siècle extraordinaire. Et donc il y a une façon non scolaire, absolument non scolaire, de faire une synthèse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu perdu, ou qui suppose un véritable talent, un talent artistique presque. Et du culot aussi. Oui, du culot. Ouais. Je peux, Nassim? Bien sûr, je t'en prie. Je voulais m'accrocher à deux remarques, une de Barbara et une de Carlo. Le texte magnifique, vraiment absolument extraordinaire, sur la lance de Télèphe, hein, sur lequel vous avez fait porter votre analyse, c'est un texte qui avait été prononcé à Rome et repris dans le volume. Et je dis ça pour disons le cadre dans lequel nous parlons. Et quand il est repris dans le volume, il est sous-titré. Et il s'appelle « Sur la pensée de Rousseau ». Et en fait, c'est un clin d'œil à Éric Weil, qui avait écrit un texte très célèbre qui s'appelle « La pensée de Rousseau », que quelques années auparavant, Genette et Todorov avaient republié dans un volume qui s'appelait « La pensée de Rousseau » contre Althusser, qui avait dirigé au Cahier pour l'analyse un numéro qui s'appelait « L'impensé de Rousseau ». Et donc, c'est une défense. Alors, je crois que la notion de pensée, c'est pas ici qu'on va expliquer ça. C'est une notion très, très, très difficile. Hein. Qu'est-ce que c'est une pensée? Et puis, c'est pas vous, philosophe, que je vais faire l'injure de me lancer dans une explicitation. Mais l'idée, justement, que la pensée tienne et qu'il faille tenir à la pensée, c'est aussi un des gestes de Tarot. Il faut tenir à l'œuvre, il faut tenir à la pensée. Bien sûr qu'il y a de l'impensé, bien sûr qu'il y a des fracas, bien sûr qu'il y a des fureurs, bien sûr qu'il y a des enchantements, mais il faut tenir à la pensée. Et la deuxième chose, c'était pour répondre à Carlo sur la question des cahiers. Alors oui, dans le fatras pas très bien classé des archives de Berne, auquel donc Jean Starobinsky a légué son œuvre, il y a des cahiers. Et je dois te dire que c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire, parce qu'il y a des cahiers notamment de 37-38 qui sont des cahiers donc d'un garçon qui est en terminale. Alors, il a toujours travaillé jusqu'à la fin de la même manière. Hein. Il travaillait, comme tous les gens sérieux, sur des petits cahiers, et c'était des cahiers dans lesquels il y avait tout. Donc ces cahiers de 38-39, tu as des fiches de lecture, parce qu'il a fait beaucoup de fiches de lecture, tu as on appellerait ça des récits intimes, donc de rencontres, disons, il réécrit à une passante, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a des poèmes. Il y a des poèmes de Jean Starobinsky. Alors, ce sont des poèmes, ça ne t'étonnera pas beaucoup, qui sont dans la veine de Paul Valéry, parce qu'il était très admiratif dans sa jeunesse de Valéry, qu'il utilisait comme un antidote à Jouve. C'est des poèmes tout à fait... bien fait, trop bien fait pour être des vrais poèmes, mais c'est des poèmes tout à fait intéressants. Merci vraiment. Il va être l'heure de nous quitter. Peut-être une dernière question rapide. Alors, encore merci à nos invités, Martin Rueff, Barbara De Negroni, Laurent Génie, Carlo Ossola. Un grand merci également à vous toutes et vous tous d'être venus ce soir. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles et les techniciens de Cité Philo, grâce à qui cette rencontre a été possible, ainsi que Gérard Engrand, qui a contribué à l'organisation de cette rencontre. Bonsoir. Et merci à toi. Merci. Merci beaucoup à toi.